Dans cet épisode, on va apprendre 3 choses. Pourquoi il faut sortir du mindset des hacks, de l'art de poser des questions et comment s'entraîner, et de ce que c'est l'équilibre des forces. Salut, c'est Eric, co-founder de The Sales Game, créateur de ce podcast et SDR manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actionnable. C'est l'émission où je reçois des commerciaux pour qu'ils ou elles nous partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et dans cet épisode, je reçois Basile Vierne, Sales et Marketing Manager chez Tollery. Hello Basile, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc si tu veux, Basile, je te laisse commencer en te présentant. Moi, c'est Basile Vierne pour les amis sur LinkedIn. Je suis actuellement manager de tout ce qui est sales marketing dans une entreprise qui s'appelle Tollery, une solution SaaS qui adresse l'industrie métallique. Auparavant, j'ai fait quelques petits passages dans différentes PME, startups parisiennes, notamment une startup qui s'appelle Assess First que certains connaissent. Et voilà, et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec toi. Ce que je te propose, c'est de commencer justement avec les 3 points dont on va parler dans l'épisode. Quels sont tes 3 conseils? Alors aujourd'hui, les 3 points dont on va parler, le premier, ce sera pour les SDR d'essayer de sortir du mindset de hack, d'essayer de se libérer du fléau des hacks. Le deuxième point, c'est un point qui me passionne et qui concerne l'art ou plutôt la compétence à poser des questions. Et enfin, j'aimerais beaucoup parler de savoir équilibrer les forces dans ces relations, dans ces échanges, notamment quand on est commercial, SDR, PDR, etc. Quand tu disais sortir du mindset des hacks, qu'est-ce que tu entends par là? Bah déjà, on va peut-être redéfinir rapidement ce que nous on considère être un hack en tant que SDR, BDR. Évidemment, il y aura certainement des notions différentes si on va vers l'IT, l'informatique, etc. Mais pour nous, un hack, si tu veux, c'est une petite technique, une petite méthode. Pourquoi petite? Parce que si c'était pas petit, ça serait pas, il y aurait pas cette notion de facilité, de piraterie, et surtout quelque chose de court, c'est-à-dire quelque chose qui va être un shortcut, qui va être vraiment un raccourci et qui va faciliter son accès à un résultat. Donc sur le papier, c'est génial en fait. Pourquoi nous on est surexposé au hack? Je pense qu'il y a énormément des réseaux sociaux qu'on utilise à titre professionnel, mais qu'on mélange aussi dans le personnel. Donc je donne LinkedIn comme exemple, mais ça peut être des rooms Discord, ça peut être tout un tas de choses où on échange avec des pairs. Et donc sur le papier, comme je te disais, c'est génial. Pourquoi d'après moi, c'est quelque chose dont il faut se libérer, surtout quand on entame sa carrière, peu importe notre âge, mais sa carrière de BDR, SDR, sales, etc. Parce qu'en fait, ça façonne notre mindset, excuse-moi, et ça devient un modèle. Et pour moi, le hack, je vais prendre une image qui est un peu dure, mais c'est vraiment sa petite dose que quelqu'un qui consomme du stupéfiant va aller chercher, et les gens qui distribuent du hack, euh, j'en ai plein qui sont des amis, mais c'est pour moi des gens qui dealent ces doses-là et qui savent te faire revenir régulièrement. Pourquoi le hack, j'assimile ça à une petite dose on va pas dire de drogue forcément, mais quelque chose de simple sur le moment, c'est qu'en fait, tu viens pour la facilité. Donc déjà, tu viens pas pour les bonnes raisons, d'après moi. Tu viens chercher la facilité. Euh, Tu viens chercher cette facilité parce que tu le dis peut-être pas comme ça, mais d'après toi, tes compétences sont pas suffisantes pour atteindre le résultat que tu veux, ou alors le budget de ton équipe, ou alors l'aide de ton manager, ou alors la qualité du produit que tu vends. Donc tu viens pallier à tout ça avec un petit truc qu'un gars que tu vois passer sur LinkedIn va te donner dans un PDF que peut-être tu recevras hypothétiquement un jour. Et surtout, tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, et tu vas jamais trouver ce que tu cherches. Je te le dis pour avoir consommé des centaines de milliers de hacks, je pense qu'on est tous concernés. Quand je rappelle que hack, pour moi, c'est vraiment le petit truc qui doit faire toute la différence. Quand on parle de cours, quand on parle de méthodologie, quand on parle d'échange, etc., là, c'est très différent. Et donc, ça t'installe dans un très mauvais mindset, surtout pour quand tu débutes. Quand tu débutes, tu vas avoir cette pression. On est tous passés par là, et pas forcément que dans le sales. On veut rattraper les meilleurs tout de suite, ce qui est absolument complètement incohérent, puisque il faut marcher sur les mêmes marches qu'eux pour avoir conscience que bah là, on est passé à côté d'une erreur qui aurait pu nous coûter peut-être notre carrière, etc., etc. Mais ça, c'est une philosophie qu'on développe avec le temps. Nous, on veut arriver tout de suite en haut de l'escalier et dire, vous avez vu, vous avez bien fait de m'embaucher, je suis le meilleur SDR, BDR sales que vous avez embauché. Sauf qu'en fait, évidemment, on le fait pour les bonnes raisons, dans le sens où on veut satisfaire notre entreprise, on veut être valable dans notre entreprise, mais c'est une utopie, c'est quelque chose qui n'est pas concret. Et les hacks, c'est quelque chose qui vient servir cette idée de pouvoir passer de la marche 1 à la marche 999. Et surtout, c'est un marché. Et moi, ce qui m'a fait arrêter les hacks, c'est de comprendre que c'est un marché. Qui dit que c'est un marché dit que soit j'en suis
un vendeur, soit j'en suis un consommateur et je pense que dans 99 des cas, les gens peuvent comprendre qu'ils en sont des consommateurs et ça peut aider à se libérer de ça. Après, inspirez-vous, échangez avec des pairs et trouvez vos propres hacks. C'est-à-dire, quand je dis trouver vos propres hacks, c'est pas inventez-les-vous, c'est échanger par exemple avec votre ami Elric, votre ami Clément, votre ami, Victor et au cours de la conversation, vous faites: «Mais c'est génial ce qu'il vient de me dire, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça, c'est un hack, mais vous n'êtes pas venu le chercher comme ça». C'est un hack et puis s'il faut, vous le testerez, ça marchera absolument pas, mais c'est pas grave, il y aura pas cette pression de recherche, d'espèce de personnes qui grattent la terre pour trouver. Les hacks, ils vous tombent dessus et ils marchent pas forcément et ils marcheront peut-être même un jour et pas le lendemain. Voilà, donc ça, c'est pour le côté, hack mindset, dans la théorie. Et qu'est-ce qui t'a fait en fait arrêter ça justement? C'est à quel moment que tu t'es dit que t'as arrêté? Ce qui m'a d'abord perturbé, c'est que, quand j'ai eu la chance d'entrer chez Assess First, qui est, une société qui est assez exposée sur LinkedIn, comme plein d'autres entreprises, j'ai eu une espèce de fame qui est venue d'un coup, alors qu'auparavant j'étais, dans une petite PME parisienne ou dans l'armée, donc si tu veux, j'étais personne sur LinkedIn. Mais quand je suis arrivé chez Assess First, j'ai été un peu propulsé sous les lumières de LinkedIn, alors, toute proportion gardée et il y a une flopée de SDR, BDR qui avaient déjà des années d'expérience pour certains, qui sont venus me soutenir, et ça c'est top, et qui sont venus me demander mes conseils et mes hacks, et mes tips, et mes hacks, et mes trucs incroyables que j'avais lus dans un livre que personne ne connaît, sur le métier de SDR et de BDR que j'étais en train d'apprendre, si tu veux. Mais comme j'ai voilà, déjà une trentaine d'années, etc., les gens ils pensent pas forcément que tu es junior quand tu as une tête d'adulte. Et j'étais un peu scotché et du coup, je me suis mis à chercher les hacks comme tout le monde que j'ai absolument pas trouvé. Après moi, j'adore lire, potentiellement des bouquins originaux en anglais, donc ça me pose pas de problème de rentrer dans des lectures un peu deep et en fait, même dans ces lectures-là qui sont faites par des génies, tu trouves pas de hacks, tu trouves des philosophies, tu trouves des inspirations. Et quand j'ai compris que les gens passaient leur temps à shooter des messages LinkedIn alors qu'ils sont confirmés dans leur place pour obtenir des hacks alors qu'eux-mêmes parfois sont des performeurs, c'est ça qui est incroyable. Je me suis dit: «Non, mais si moi je rentre là-dedans, je suis de toute façon foutu au bout du compte». Donc j'en ai parlé à 2, 3, 4 têtes et puis on est tous arrivés à la même conclusion. Puis quand tu échanges avec des gens un peu puissants sur le domaine, tu te rends compte qu'ils utilisent aucun hack, qu'ils jouent, un long term game comme tout le monde, devrait faire, quoi. Et puis après, même dans les communautés, tu vois? Moi, j'ai eu la chance de rejoindre SDR Tribes, dont je crois tu es, familier, pendant un moment. Il y avait pas, un channel, les meilleurs hacks et les meilleurs tips pour, craquer le game en 2021. On échange entre pairs, on se donne des problématiques, en privé ou en collectif et cetera et c'est juste de l'échange. Pourquoi tu penses que il y a justement ce focus sur les hacks? Justement, pourquoi les gens ils se focus sur la formule magique en fait? Je suis pas psy, même si la psy me passionne et je pense qu'on pourrait très vite étayer, ce que je vais dire par des études et par des chiffres, mais je vais pas le faire parce que je suis pas je suis pas qualifié dans le domaine. Je pense que tout ce qui est court, tout ce qui est facile, tout ce qui est évident est de toute façon privilégié par notre attention et ce, dans à peu près n'importe quel domaine. Je vais pas te faire de parallèle avec l'alimentation, avec, la séduction, avec le travail, avec, ce qu'on veut. Tout ce qui va être plus facile et plus confortable va nous attirer parce qu'on est des espèces de flemmards finis. Dans certains cas, c'est génial parce qu'on sait tous que quelqu'un qui arrive à, par exemple, automatiser la partie la plus saine à automatiser de son métier, bah, il va gagner un temps monstre et il va pouvoir développer sa productivité et sa performance. Mais à contrario, quelqu'un qui va être obsédé ou en tout cas qui va pas avoir le courage de regarder autre chose que ce qui est facile, notamment dans le sport. On connaît tous des gens qui se fixent des objectifs nobles de vouloir reprendre une forme physique, mais qui vont, par les actions, se diriger vers des choses faciles, évidentes et abandonner à la première occasion parce que ces choses faciles et évidentes n'amènent pas de résultats très simplement. Donc voilà. Donc je pense qu'on est tous disposés plus ou moins fortement à aller vers ce qui est facile. Et pour ceux qui ont jamais essayé, je dis pas que je suis un exemple du cas, mais moi j'ai essayé de me frotter à des expériences qui font un peu plus mal que la facilité. Essayez au moins une fois, vous verrez, c'est encore plus agréable que la facilité. Surtout quand on a des résultats quantifiables au bout, c'est très agréable. Donc le sales est un parfait exemple de ça. Il y a aussi sur ce que tu disais en fait sur l'alimentation. Là, je suis en train de réécouter Fanatical Prospecting et en fait, il y a un des premiers chapitres, il parle exactement de ça en fait, du focus des gens en fait sur la facilité et il prend l'exemple dans le livre de l'alimentation. Donc, pourquoi les entreprises qui vendent les pilules pour faire maigrir, elles fonctionnent plus que les autres? Parce qu'ils vendent de la facilité. Et c'est quoi la solution justement pour maigrir? Enfin, rapidement ou long terme, généralement, c'est pas ça. Ça va être faire du sport, c'est de manger bien, et c'est tout. Et c'est du long terme. Et dans la vente, c'est exactement la même chose que ce que tu es en train de dire. Tu as les personnes qui vont se focus sur le hack,
sur la facilité et ils vont consommer que ça. Et au final, est-ce que ça change les résultats rapidement? Pas forcément, parce que la vente, il n'y a pas de formule magique, c'est du long terme, comme ce que tu disais. Les gens, ils se focusent sur des méthodologies, sur des process, sur un système qu'ils mettent en place justement pour arriver à leurs résultats. Du coup, on va passer à la deuxième partie dont tu voulais discuter. Donc, c'est entraîne-toi à poser des questions. Déjà, qu'est-ce que tu entends par là et comment tu définis ça? Moi, pour moi, la vente, c'est un énorme domaine extrêmement vaste qui réunit tout un tas de disciplines, tout un tas d'expertises qui sont plus ou moins connectées les unes aux autres, qui sont plus ou moins complémentaires, si tu veux. Au sein de ces disciplines-là, s'il y en a bien une que moi j'accepte d'appeler de l'art, c'est la compétence à poser des questions. C'est une compétence qui, pour moi, fait la différence très rapidement dans la carrière d'un SDR, d'un BDR ou d'un sales. Alors quand je dis faire la différence, ça ne veut pas dire qu'il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. C'est qu'il y a ceux qui vont soit être talentueux dès le départ et pousser cette compétence et surtout l'utiliser dans ce qu'ils font, parce que j'ai vu des gens être excellents dans cette compétence, ne pas l'utiliser dans leur boulot de SDR, BDR, sales, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et puis il y a des gens qui passent juste à côté de l'effort à faire sur cette compétence-là. Avant de rentrer dans le détail, juste j'attire ton attention et à ceux qui écoutent sur quand on s'intéresse à cette compétence-là, comme n'importe quelle compétence qui est utile, actionnable et surtout rare pour l'instant, on va tomber sur, en s'y intéressant, on va régulièrement échanger avec un certain nombre de personnes et il y a 3 types de personnes sur lesquelles j'aimerais attirer l'attention et dont je vous invite à légèrement vous méfier. Le premier type de personne qui va être le plus fréquent, c'est ceux qui vont te dire que poser des questions, c'est extrêmement compliqué, qu'il faut des années d'entraînement, si possible dans une boîte du top 10 de la Silicon Valley, d'avoir un doctorat en psychologie, puis si voilà, si tu as fait un stage à la CIA, c'est bien, etc. Deuxième type de personne, ça va être simplement le contraire. C'est ceux qui vont te dire que poser des questions, c'est le truc le plus simple du monde. Si t'es pas trop bête, tu comprends la différence entre questions ouvertes, qu'on présente très souvent comme les bonnes questions, et puis les questions fermées, qui sont les mauvaises questions, les méchantes questions qu'il faut jamais poser. Et puis après, il suffit d'écouter et ça déroule tout seul. Donc tu as bien compris, c'est bien de simplifier les concepts, mais enfin, si c'est pour en arriver là, ça sert pas à grand chose. Je pense qu'à 8 ans, tu as compris comment on gère ça. Et après, le troisième type de personne, et c'est là où j'attire l'attention de ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est à mon sens les personnes les plus inconsciemment dangereuses. C'est les gens qui vont t'apprendre que les questions, c'est des outils et des leviers pour contrôler la conversation. Et ça, c'est une situation, c'est un malentendu presque, je dirais, qui est très fréquent chez nous autres SDR, BDR, sales, surtout au début des carrières, parce que on va très vite nous apprendre souvent qu'il faut, avoir le lead sur la conversation, sur l'échange, et deux, faire parler le prospect au maximum. Et de là, dans beaucoup de cas, va découler l'envie, si tu veux, de poser des questions précises, orientées, avec déjà une idée de la destination d'où on va emmener le prospect. Ce qui a l'air logique, sauf que d'après moi, ça c'est le meilleur moyen de se priver du potentiel d'une question. C'est de déjà savoir où est-ce qu'on veut emmener le prospect, donc d'avoir façonné sa question de la manière adéquate ou pire, entre guillemets, la manière qui est poussée par un tiers, donc le manager, le collègue ou l'ancien SDR de je sais pas quoi, et en fait de juste dérouler une grille de questions à un prospect sans se rendre compte que on n'exploite pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est pour planter le pourquoi poser des questions. D'après moi, c'est ce qui fait la différence très tôt dans la carrière d'un SDR, d'un sales, ou de toute autre personne qui est confrontée au public, hein, pour être très clair. Alors j'ai beaucoup bossé sur le sujet, j'ai lu des bouquins, pour être honnête, et c'est mon jugement, ça me regarde, j'ai pas trouvé un bouquin qui m'a transformé, qui m'a perturbé au point de me faire progresser. En revanche, j'invite tout le monde à s'intéresser à Dale Carnegie, sans forcément penser que aux questions. Mais je vous invite tous. Alors il a pas écrit 400 bouquins, donc ça sera assez rapide. Je sais qu'il est sur Audible, je sais qu'il est traduit en français. Donc intéressez-vous à Dale Carnegie. À mon avis, il va vous faire un petit peu cranter sur ça. Et après, il y a le fameux The Mom Test. Je ne sais pas si tu connais le bouquin The Mom Test par Rob. Alors j'écorcherai son nom, mais allez taper The Mom Test, Mom comme M-O-M comme maman en anglais. C'est plutôt un bouquin qui est orienté sur savoir comment parler à ses clients pour qu'ils nous fassent les bons feedbacks et pas pour qu'ils nous disent ah oui c'est génial ce que vous faites et par politesse. En revanche, il y a des petits hacks, sans appeler ça des hacks, mais il y a des petites directions qui sont données qui sont tout à fait compatibles avec la prospection, avec n'importe quelle étape du cycle de vente. Okay, si je devais donner 2 conseils pour progresser en question, le premier, ce serait de changer votre point de vue sur les questions. Et on va y venir. Et le deuxième, c'est de vous entraîner de manière importante. Et le dernier élément, c'est dans la vraie vie. Donc le premier conseil, c'est changer le point de vue pour les questions. J'ai grindé un petit peu. La seule image que j'ai trouvée
qui me convient, c'est que c'est la métaphore du billet de train. C'est-à-dire que moi, l'image que je me suis fixée d'une question, c'est une question pour moi, c'est un billet de train. Le billet de train, il te sert à monter dans un train dont tu as une idée théorique de la destination. Même si tu la connais déjà, tu sais pas si la gare n'a pas changé, si l'itinéraire n'a pas changé, etc. Tu n'as aucune idée de si tu vas arriver à la destination, ça c'est très important. Et surtout, et j'insiste, ce n'est pas toi qui conduis le train, c'est le prospect ou c'est ton interlocuteur. Ce qui fait que toi, tu engages le prospect sur une voie qui va, c'est-à-dire que tous les paramètres à partir du moment où tu as engagé le prospect sur une voie ne sont pas dépendants de toi. Ok. Par contre, à toi d'y exploiter le maximum de choses. Parce qu'une fois que tu vas arriver dans la gare, rien ne t'empêche, et d'ailleurs ton job de SDR, BDR, sales, ce que tu fais, c'est de monter dans un autre train à partir de cette gare. Pas de revenir à Paris-Montparnasse ou à Gare de Lyon et de repartir dans un autre truc. À chaque gare, je t'invite à prendre un nouveau train, jusqu'au moment où on va te dire, bon bah écoute, ça fait 2h30 qu'on parle, on va s'arrêter, mais ton objectif, c'est pas la gare, ton objectif, c'est de monter dans le train qui va te donner les clés pour avancer avec ton prospect. Les clés sont dans un train. La gare n'a pas d'importance. Et si tu crois que tu as la moindre influence sur le trajet du train, tu n'as rien compris à ce qu'est un échange de découverte, notamment, j'insiste plus sur ce domaine-là. Après, quand on va vouloir structurer la fin des échanges un peu dans la fin du cycle de vente, oui, on a beaucoup plus de maîtrise. Mais tout à l'heure, je te parlais du fait qu'on nous pousse beaucoup à avoir le lead sur les échanges et à faire parler le prospect. Moi qui suis d'un naturel, je vais pas dire dominant, mais j'arrive pas timidement dans un échange avec un prospect. Si tu me parles trop comme ça, en me disant ouais, faut que tu aies le lead, faut que tu fasses parler le prospect, ça se transforme en interrogatoire et en échange à sens unique, même si je pose des questions. Alors que si je Attends, me mets... excuse-moi de t'interrompre ici, Dis-moi, dis-moi. justement, c'est ce que j'allais dire, parce que l'art aussi d'apprendre à poser des questions, c'est justement éviter que la personne elle se sente interrogée, quoi, parce que justement, parce qu'on peut t'entraîner à te dire, ouais, il faut que tu poses toutes ces questions, et au final, tu as l'impression que c'est un interrogatoire. Et je reviens en fait sur une démo qu'on a fait mercredi avec mon Sales Ops. On a fait une démo, et c'était avec un SDR. Donc déjà, on pensait que c'était... pardon, c'était une démo. On pensait que c'était une démo. Donc déjà, et c'était un call avec un SDR. Donc au final, ce qui s'est passé, c'était pas une démo. Donc c'était un call de qualification. Et le call, c'était un interrogatoire au final. Du coup, donc tu vois, et c'était que des... Il y avait quelques petites questions entre les réponses qu'on donnait. Peut-être t'as l'impression que la personne essayait de faire une conversation, mais c'était un interrogatoire au final. Bon, ça, c'est le pire ennemi, hein, de toute façon, c'est la liste de questions. À partir du moment où tu as une liste de questions, je pense que déjà, tu es très mal parti pour fructifier ton échange, faire fructifier ton échange. En revanche, c'est normal que tu aies une trame, surtout quand tu débutes. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre toute l'aide qu'on va t'apporter. Quand tu es un bébé SDR, bébé BDR, on va t'apporter de l'aide. En tout cas, c'est ce que je te souhaite dans les entreprises, mais maintenant les gens ont compris l'importance de l'onboarding. On va t'amener énormément d'aide, mais c'est de l'aide, c'est de la structure aux besoins. Il ne faut pas que ça devienne ta Bible et il ne faut pas que ça dicte le moindre fait et geste. Tu peux te tromper 1000 fois. Si tu te trompes 1000 fois en appliquant quelque chose de rigide qui ne vient même pas de ta réflexion et de ta compréhension, ça sert à rien de te tromper. Tu vois, tout le monde dit que l'échec c'est génial parce que tu en ressors grandi, tu as appris quelque chose. On peut échouer sans rien apprendre, hein. Et appliquer quelque chose de rigide, c'est le meilleur moyen de le faire. Par contre, bon voilà, l'art de poser des questions, j'invite pas le SDR qui a pris son poste hier soir pour la première fois de sa vie dans le sales à commencer à s'énerver avec ça. Mais vraiment, les échanges deviennent tellement plus intelligents dans le sens où on va quelque part, on fait parler quelqu'un sur des sujets qui lui sont chers. Et nous, enfin moi, j'ai appris des trucs avec les mêmes interlocuteurs que je pouvais avoir par le passé, mais complètement différents. Et c'est cette idée de pourquoi le billet de train? Parce que le billet de train, c'est la seule chose que toi, tu as dans ta poche, que tu as acheté, que tu peux déchirer ou pas. En tout cas, c'est la seule chose sur laquelle tu as le contrôle. Je ne sais pas si tu es familier avec les notions de stoïcisme, etc. Mais en gros, concentre-toi sur ce sur quoi tu as un impact et arrête de vouloir euh, contrôler ce qui est impossible. Et c'est pour ça que j'évoquais encore une fois hein, le côté un peu dangereux de tabasser la notion de lead sur l'échange, la notion de c'est vous qui faites parler. On ne fait pas parler un prospect. Okay, on fait parler un suspect en interrogatoire, comme tu l'évoquais. On ne fait pas parler on fait pas parler un prospect. Le prospect, il te donne ce qu'il a envie de te donner, donne-lui envie de te le donner, pose-lui des questions. Et donc du coup, Et la dernière notion là-dessus, excuse-moi, hein, j'ai c'est l'air il n'y a pas de bonne question. pour continuer sur ce que tu dis, donc là, la personne, enfin là, ceux qui sont en train d'écouter, ils se disent, ok, j'ai changé de point de vue justement sur les questions. Maintenant, tu parlais de l'entraînement dans la vraie vie. Du coup, comment tu t'entraînes? À partir du moment où tu considères que poser des questions, ça n'a aucun rapport avec ton produit ni avec ton industrie, c'est juste une gymnastique à avoir et surtout une pratique, tu peux les poser à n'importe qui.
L'objectif, c'est de garder cette image du billet de train, de t'empêcher de vouloir contrôler la destination. Mais tu vas dans un café, tu vas chez ta boulangère, tu vas en call avec tes pairs parce que tu fais partie d'une communauté où tu échanges avec du monde, et tu te dis, voilà, je vais faire un call. Moi, je le fais souvent. Je vais faire un call avec quelqu'un et je vais remplir mon réservoir d'informations sur le savoir de cette personne-là complètement. Et du coup, il y a des échecs, il y a des moments où tu essaies de le faire et puis bam, tu es tenté de diriger la personne vers un sujet parce qu'il t'intéresse. Du coup, tu sacrifies les autres, etc. Moi, mon kiff, c'est quand le trajet est le plus long possible, sans être ennuyeux et surtout sans ennuyer mon interlocuteur. Parce que si moi, ça m'ennuie à la rigueur, ça m'est propre, mais si je sens que la personne, ça lui fait mal de me raconter quelque chose, c'est encore pire. Mais des fois, tu peux lancer quelqu'un sur un sujet et ça peut durer 3 heures sans que tu aies besoin d'intervenir. Tu vois. Tu peux nous donner un exemple justement là, que t'as fait récemment justement? Là, le dernier exemple en date, je vais pas citer son nom parce que mais c'est un jeune mec qui est formidable et qui fait de la 3D et qui est minot, hein. Je parle d'un mec qui a 20 ans ou 22 ans. Et à partir du moment où j'ai commencé à parler avec lui de pourquoi il a pivoté pour vendre que de la 3D, ça a été parti, quoi. Et j'ai pas eu besoin de lui dire: «Et quels sont tes challenges en ce moment? Et quels sont les objectifs 2022?» Je lui ai juste demandé: «Mais pourquoi tu as renoncé à vendre?» Il vendait de l'UX design. «Pourquoi tu as arrêté de vendre de l'UX design pour vendre de la 3D?» Et à chaque fois, il me donnait des réponses tellement épaisses qu'il y avait il suffit de faire son marché après, de dire: «OK, là, il m'a dit de toute façon, l'école dans laquelle j'étais, blablabla». OK, tu notes dans ta tête qu'il a parlé de son école avec, une tension. La 3D, ça faisait 10 ans qu'à chaque fois que je voyais passer quelque chose, je me disais: «Putain, faut trop que je fasse, OK». Tu notes et puis c'est à toi, toi qui décides. Tu peux prendre un mauvais itinéraire, mais tu vas vite le sentir. Là, quand la réponse, elle fait 5 secondes, c'est que tu peux revenir, quoi. Pour revenir en fait en parlant sur les focus sur parce que là donc tu disais c'était dans la vie réelle tous les jours. En fait, l'art de poser des questions aussi, ça te permet de quand toi t'es SDR ou enfin que tu sois eux, quand tu es dans un call de discovery justement avec tes prospects, ça te permet aussi de ok si tes prospects ils peuvent avoir des problèmes similaires, mais généralement la cause de ce problème elle est différente. Et justement tu peux penser qu'ils vont oui ils ont le même problème, mais la cause généralement c'est en posant ce type de questions que tu vas la trouver. Et je le vois avec Chili Piper quand j'écoute les démos. Oui, ils parlent du problème qui est assez similaire comme beaucoup des autres boîtes qui on vend, mais généralement la cause est toujours différente. Et quand tu commences à parler de la cause en fait du problème, c'est là qu'ils commencent justement à s'ouvrir par rapport à tout ça et expliquer tous les problèmes qu'ils ont. Et si tu veux, on va arriver sur la dernière partie justement, donc l'équipe des forces. Qu'est-ce que tu entends par l'équipe des forces? Demain, on va prendre au hasard Marion, elle devient SDR, premier jour, first day de toute sa carrière. Elle n'a rien fait avant, même pas un stage ou quoi que ce soit. First day, elle est SDR dans Société X. Marion, elle va aller attaquer des prospects, entre guillemets, et monter sur des échanges. Et puis, bah, son premier interlocuteur, c'est un CEO, euh, Station F, récente levée, BFM Business, très cool, tu vois, très exposé, 24K sur LinkedIn et tout. Marion, ça va être très compliqué. Alors, on passera très vite là-dessus, mais encore plus parce que c'est une fille et qu'on sait qu'il y a des difficultés que nous, autres garçons, on rencontre pas en plus, surtout dans l'entrepreneuriat, le business et tout. Ça va être très compliqué pour Marion, 19 ans, d'arriver en call, ou en tout cas en appel, même que ce soit visio ou pas, avec un sentiment d'égalité avec son interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'elle va se baser sur des éléments qui n'ont absolument pas de pertinence à être égalitaire, à savoir la carrière, à savoir l'expérience, à savoir l'oseille, à savoir l'école de commerce, la coupe de cheveux, le réseau, etc. Tout ça, ce sont des critères qu'on n'arrête pas de prendre en compte pour décider si on parle à un égal ou pas, qui sont absolument pas pertinents. Tout à l'heure, je te disais que ça marche dans tous les domaines de la vie. Réfléchis à la dernière fois que tu as parlé à ton propriétaire, que tu as parlé à ton manager, que tu as parlé à ton grand-père, que tu as parlé à qui ça. Tu te mets jamais sur un critère d'égalité avec ton interlocuteur. Le problème de ça, c'est que rares sont les personnes qui se mettent, quand ils ne sont pas sur un critère d'égalité, qui se mettent au-dessus de leur interlocuteur. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup, mais dans le SDR, BDR, c'est rarissime. J'ai rarement vu un SDR appeler un patron ou je sais pas quoi pour lui dire: écoute, mon petit, je vends. Tu vois, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à se mettre en dessous, mais quand je te dis en dessous, par contre, ce qui est effrayant, c'est la profondeur dans laquelle on a tendance à se mettre, surtout quand on démarre sa carrière. Comment tu
Parce que là, tu disais, toi, tu te mets pas en dessous de ton prospect avec qui tu discutes. Donc, du coup, toi, comment tu fais ça? Parce que là, comme ce que tu disais, si t'es Marion, que tu commences, quel conseil tu donnerais à Marion, justement, en fait, pour se mettre d'égal avec son prospect? Comme je te disais au tout début, alors j'ai un peu divagué, mais je te parlais des éléments pour évaluer la situation d'égalité avec l'interlocuteur. On va se baser sur on a tendance, et c'est un réflexe, surtout quand on est dans une optique pro, ICP, ok, le gars il est CEO, cofondateur d'une startup qui peut avoir le besoin. On va forcément cibler avec des éléments extrêmement techniques. Sauf qu'une fois qu'on a ciblé, c'est le job, hein. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Le ciblage, c'est quand même la base 1 pour réussir, que ce soit une prospection, mail, call, etc. Mais une fois qu'on a ciblé techniquement, qu'on va rentrer dans l'échange humain, il faut oublier ces indicateurs et il faut aussi, et ça peut surtout dédramatiser la situation, s'intéresser à qui est l'humain derrière l'ICP qu'on a ciblé. Quand tu cibles avec des paramètres, enfin avec des paramètres que tu vas trouver sur LinkedIn, Sales Navigator ou X solutions de ciblage, il n'y a rien d'humain. Ok, l'âge d'une personne n'est pas pour moi un paramètre humain, par exemple, tu vois, c'est juste une donnée. Par contre, tu peux aller t'intéresser à combien de fois il a changé de carrière, à combien de fois, tiens, c'est marrant, il y a un trou de 5 ans dans son CV, ou tiens, il a bossé dans une boîte que je connais, qui font, tu vois, il y a plein de moyens de te raccrocher à qui est l'humain derrière. Puis il y a des gens qui sont exposés, hein. Il y a des gens qui s'exposent dans certains médias et t'es pas à l'abri d'en apprendre énormément sur une personne quand tu l'entends parler, surtout d'un sujet qui pourrait être pertinent pour toi. Et si par exemple Marion, elle va démarcher, par exemple ton CEO, tu me parlais de ton CEO, Nicolas, tout à l'heure. Nicolas, il a une certaine autorité, euh, surtout dans le monde du SaaS et de la startup. Il est connu, il est exposé. Il a un âge qui le place à un certain endroit qui, pour Marion, le met à des kilomètres, des allées-lumière en haut. Ok. Mais Marion, dans son entourage, elle en a 25 des Nicolas. Pas qui ont fondé Chili Piper, c'est pas ça que je veux dire, mais elle a des gens qu'elle connaît, à qui elle tape dans le dos, à qui elle peut donner des conseils, à qui elle demande des conseils sans aucune friction, qui ont l'âge de Nicolas, qui sont Nicolas dans sa vie. Tu vois. Bah, après, quand tu parles avec Nicolas, tu peux découvrir plein de choses qui te rassurent, mais il y a des interlocuteurs qui sont pas faciles, tu vois, et qui vont pas t'aider à être facile. Sauf que toi, tu vas perdre ton occasion de faire du business et d'avancer. Donc, il faut essayer de. Je te conseille de quand tu vas si tu es jeune et que tu montes sur un call ou un échange avec quelqu'un qui t'impressionne, tu le sais si ça te regarde, ok? Tu le sais si ça t'impressionne, c'est que t'es pas bien avant. Trouve quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être cette personne et imagine que tu lui parles, d'accord? Et surtout, fais l'effort dans ta tête quand tu commences l'échange fais l'effort de te dire que tu es l'égal de cette personne. Et ça va mal se passer à certains moments, ça va bien se passer à certains moments. Quand ça se passe bien, il y a des outils d'enregistrement, mais aussi ta mémoire. Rappelle-toi de pourquoi ça s'est bien passé. C'est parce que très vite, la personne, tu vois, tu l'as enclenché sur un sujet, elle t'a fait un compliment, tu lui as fait un compliment, tu l'as fait rire, elle t'a fait rire, etc. Et petit à petit, tu vas développer un petit catalogue d'outils de détection et tu sauras dans les 5 premières secondes si ça va bien ou mal se passer à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer au niveau business, hein, à ce niveau-là. Et du coup, tu laisseras moins de partie de ton âme, entre guillemets, si jamais ça se passe mal, puisque tu sauras que bon, bah là, tu étais avec un interlocuteur un petit peu plus abrasif que les précédents. Mais le fait de faire le parallèle avec quelqu'un qu'on connaît, pour moi, ça dédramatise pas mal. Tu vois. Et peu importe la carrière, peu importe l'expérience, ça c'est aussi peut-être aux gens plus confirmés, aux managers, aux CEO, etc., à faire passer ça. Le plus jeune des SDR qu'on vient de recruter, on n'a pas à le traiter comme quelqu'un qui est inférieur en tant qu'humain, inférieur en tant qu'expérience, il n'y a même pas de sujet. Mais c'est aussi aux gens qui forment ces gens-là, qui les onboard, qui les font bosser, de faire attention à ça. Et si vous êtes en détresse si vous êtes en détresse en tant que jeune sales SDR ou quoi, à ce niveau-là, parlez-en avec votre manager. C'est un très bon point en fait ce que tu viens de dire parce qu'il n'y a pas forcément, et même je crois que même chez nous on le fait pas, on se focus pas trop sur ça, l'équipe des forces en fait, c'est sur avec quand tu appelles un CEO, quand tu appelles un VP marketing ou ce genre de personnes, de les préparer justement comme ce que tu disais à s'occuper sur ça. Et donc je pense que ouais, c'est un très bon point parce que quand tu es un SDR, des fois comme ce que tu dis, je suis juste un SDR et je vais appeler une personne qui a déjà monté c'est sa 5e boîte et du coup tu te mets la pression au final alors que c'est juste une autre personne en face de toi. Donc Je vais te donner un parallèle qui peut faire vite comprendre l'intérêt de contrôler l'équilibre des forces dans sa tête, qui n'a rien à voir avec le sales. Il y a des, enfin, si qui peut, remarque. Il y a des années de ça, je travaillais dans un établissement, un cabaret parisien, très connu, mondialement connu, où toutes les semaines, il y avait une star mondiale. Quand je dis une star mondiale, c'est pas Vincent Lagaffe, c'est du Jay-Z, c'est tu vois Jean Reno, c'est Coppola, c'est qui tu veux. Ok. Ces gens-là, il faut les accueillir.
Nous, c'est pas notre métier d'accueillir des stars mondiales. Moi, j'étais chef de rang à l'époque. Mon job, c'est de déboucher des bouteilles. Il n'y a pas de formation de je sais pas quoi. Mais ces gens-là, il faut bien les accueillir. Et le gros problème qu'on rencontrait à ce moment-là, par exemple, c'est que les gens étaient tellement fascinés. Alors, c'est pas une question de se sentir inférieur humainement là, à ce niveau-là, c'est de la fascination. Tu sais, les fans, les gens sont tellement impressionnés par une figure qu'en fait, ils arrivent même plus à être sains d'esprit humainement pour pouvoir avoir une relation toute simple de est-ce que vous souhaitez vous asseoir à gauche, à droite, est-ce que vous souhaitez, tu vois, ça en devient aberrant. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai pris ma place à ce moment-là. Je dis, moi, ça me dérange pas, moi, Jay-Z, je lui parle comme aux grands de chez moi avec qui j'ai grandi, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que pour moi, Jay-Z, c'est un mec que j'aime bien, j'adore son produit, entre guillemets, mais ça en fait pas mon parrain. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux bien que ce soit mon parrain, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est plus pour des notions de réseau, mais tu as compris. Mais en gros, voilà. J'agissais comme ça. Ouais, Et en fait, tu le mets pas sur un piédestal en fait. mais Tu le mets jamais, à ton jamais. même. Et en fait, très vite, je me suis posé à ce niveau-là. Très vite, ça s'est bien passé. Et très vite, j'ai eu des bons feedbacks. C'est-à-dire que t'as des gens, bon, tu sais, voilà, quand les gros artistes viennent par exemple à Paris, ils vont aller à plein d'endroits stratégiques. Et ils sont toujours accueillis comme des dieux vivants. Alors, il y en a qui adorent ça et c'est pas forcément les plus sains d'esprit. Mais tu as souvent des feedbacks qui te disent merci en fait de nous avoir reçus comme n'importe qui, entre guillemets, parce que n'importe qui, le mec il arrive en Bentley, il a 5, ok, mais n'importe qui dans ton échange humain. Tu vois, moi, ma question, c'est est-ce que tu veux des glaçons? C'est pas est-ce que vous allez changer le monde? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les gens aiment passer du temps là où on les traite comme ils attendent à ce qu'ils soient traités. Et quand tu prends un prospect et que tu le mets tout de suite 27 étages au-dessus de toi, il est presque lui-même, il se sent presque obligé de l'être. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vas fausser l'échange dès le départ. Mettez personne sur un piédestal. Ça, c'est important. Mais le plus important, comme on a dit, c'est vous ne vous mettez pas en sous-sol dès le début. Ok? Et parlez-en. Je pense qu'en parler, c'est ce qui peut faire le plus de bien autour. Partagez à ce niveau-là. Là, on arrive à la fin justement de l'interview. Donc, pour ceux qui ont écouté l'épisode et qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Un seul et unique, LinkedIn. Vas-y, viens sur LinkedIn. Je suis nulle part ailleurs. Donc, pour l'instant, c'est ça. Bah, du coup, je te remercie beaucoup, Basile, pour aujourd'hui, pour ton temps. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Eric. Merci beaucoup.